Mais une marche de solidarité a commencé à 18h30, solidarité à Israël. Arnaud Klarsfeld, un de nos invités, y était. Ils sont partis depuis 18h30 tout à l'heure pour arriver au Trocadéro. On va avoir des images peut-être de cette tour Eiffel qui, Yves Calvi disait, est déjà toute bleue, mais je crois qu'il y a des choses prévues supplémentaires. On présente nos débatteurs du soir. Charles Consigny, avocat pénaliste. Bonsoir Charles. Églantine Delalleux, journaliste politique. Bonsoir à vous. Et Selim Derkaoui, journaliste et auteur de Rendre les coups, boxe et lutte des classes aux éditions du Passager clandestin. Bonsoir à vous. Selim, nos invités aussi, on a le plaisir d'accueillir Arnaud Klarsfeld, avocat et membre de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Vous étiez cet après-midi à la manifestation, à cette marche, c'est ça avec... J'étais place Victor Hugo, où j'ai retrouvé mon père, et comme je devais venir ici, j'ai sauté sur le vélo et je suis venu, donc je ne suis pas allé jusqu'au Trocadéro. C'était au départ de la manifestation. J'étais au départ de la manifestation. Il y avait du monde, oui. Il y avait pratiquement que des juifs et des politiques. Il devait y avoir sans doute moins de juifs que dans le 16e arrondissement en général, mais il y avait quand même du monde et il y a une mobilisation, je crois, générale quand même de la communauté juive de France pour montrer la solidarité envers Israël et pour se remémorer les victimes et les souffrances qui leur ont été infligées. C'était un rassemblement organisé par le CRIF. Aujourd'hui, Delphine Orwiller, qui est femme rabbin, on le sait, déclarait « Je sais que le mot d'ordre donné, c'est que les amis d'Israël s'y retrouvent, mais je rêve de me dire qu'on n'a pas besoin d'être un ami d'Israël pour y aller. On a besoin d'être un ennemi, attention, d'un ennemi du terrorisme. » Vous êtes d'accord avec elle? C'est pour ça que peut-être il n'y avait pas assez de monde. Il y avait pratiquement que des juifs, mais chacun sait que les Français qui ont vécu la même chose au Bataclan ou la même barbarie au Bataclan sont solidaires aujourd'hui d'Israël parce que, ils sont amis d'Israël pour un certain nombre, et deux, parce qu'ils savent très bien que cela peut aussi se passer sur le territoire français à nouveau. Donc il y a une solidarité amicale et il y a une solidarité personnelle en crainte de ce qui peut se passer dans le futur. Anna Cabana voulait dire quelque chose. Oui, mais je voulais vous demander, vous n'auriez pas aimé qu'il y ait autre chose que des juifs et des politiques dans ce rassemblement, dans cette marche, précisément un rassemblement contre la barbarie, contre l'inhumanité des actes qui ont été commis? Non, comme ça a toujours été le cas, c'est toujours été à peu près toujours le cas. On sait que la population française est solidaire, disons, des Juifs et de ce qui s'est passé là-bas. Elle montre cette solidarité autrement. Et d'ailleurs, les Juifs ne sont pas tous solidaires. Ce que j'ai dit, il y a moins de Juifs sur la place du Trocadéro, sans doute, que de Juifs dans le 16e arrondissement en général. Thierry Arnaud, est-ce qu'il y avait beaucoup de politique dans cette manifestation? Nicolas Sarkozy était présent. L'ancien président de la République, plusieurs ministres du gouvernement étaient présents également. Donc oui, il y avait un certain nombre de responsables politiques de premier plan qui ont tenu à y être. Un autre ancien président, par exemple, François Hollande, a expliqué ce matin que lui ne souhaitait pas y être. Il considérait que ce n'était pas à la place d'un ancien président de la République, même si il expliquait soutenir... Pourquoi ce n'était pas la place d'un ancien président de la République, puisque Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République et qu'il y était lui? Il a considéré que lorsqu'on est un ancien chef d'État, on représente quelque chose qui n'a pas sa place dans une manifestation, même si on soutient la cause, en l'occurrence, que cette manifestation vient représenter. C'était le cas pour François Hollande. Je vous laisse, oui, on a d'autres chiffres qui nous sont parvenus, puisqu'on parle de la situation en France. Il y a cette France unie qu'on voit là, mais il y a aussi une multiplication des actes antisémites ces dernières 48 heures. Une vingtaine d'actes antisémites qui ont été répertoriés en France. C'est une crainte, ça aussi, que ça ne se multiplie dans ce contexte? C'est clairement une crainte de l'exécutif. C'est Gérald Darmanin, et avec lui le ministère de l'Intérieur, ils sont sur les dents sur ce sujet. Et l'idée, c'est précisément d'empêcher la contagion. Et le risque de contagion est évident dans une situation aussi inflammable, si vous voulez. C'est-à-dire que les vidéos, les images qui ont été diffusées par le Hamas ont tellement marqué les esprits, si vous voulez, que ça, et pas seulement les esprits en Israël, que les répercussions en France vont se faire sentir. C'est-à-dire qu'on a déjà dans les banlieues des épiphénomènes qui laissent penser au ministère de l'Intérieur qu'il suffirait de pas grand-chose, si vous voulez, pour mettre le feu
au fond, aux esprits et au cœur. On va donner la parole à Thierry Arnaud et à tout le monde dans un instant, mais on a notre correspondant en Israël qui doit intervenir. C'est Grégory Phillips, qui est là-bas, tout près d'ailleurs de la bande de Gaza, non loin de la frontière. Vous nous entendez, Grégory Phillips ? Très bien, bonsoir à tous. Bonsoir. On parle d'une opération terrestre imminente. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Écoutez, je peux vous dire deux choses. D'abord, on est dans cette ville de Sderot qui est située à 1 à 2 kilomètres de la bande de Gaza et toute la journée, on a vu effectivement non seulement des blindés israéliens se diriger vers l'enclave palestinienne, mais aussi des bus amener des réservistes. C'est un premier indice. Deuxième indice, on entend très régulièrement depuis plusieurs heures maintenant le bruit des frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne de Gaza. On les entend très distinctement d'ici, des frappes régulières, fréquentes et avec un bruit extrêmement sourd qu'on entend maintenant quasiment toutes les minutes ici depuis Sderot. Donc clairement l'initiative aérienne est déjà lancée et ça depuis plus de 48 heures. Et puis le troisième signe, c'est ce communiqué de l'armée israélienne qui informe toute la population qu'il faut se préparer à passer 3 jours bientôt dans les abris. L'armée demande aux citoyens israéliens de préparer des vivres, de la nourriture, de l'eau et aussi des appareils électriques qui n'ont pas besoin d'être rechargés et pour qu'ils s'apprêtent à passer 3 jours dans les abris. Tous ces signaux laissent penser qu'effectivement, on va aller sans doute vers une escalade de l'offensive militaire israélienne sur Gaza. Thierry Arnaud voulait intervenir pour nous rappeler qu'il y avait 14 Français portés disparus. Oui, Laurent, c'est ce que le Quai d'Orsay annonce à l'instant, après avoir annoncé un peu plus tôt dans la journée la disparition d'un deuxième Français. Et donc la diplomatie française publie ce communiqué en disant d'être sans nouvelles de 14 autres Français dont la situation, je cite, est considérée comme très inquiétante. Ce nombre est encore susceptible d'évoluer. Voilà ce que dit le Quai d'Orsay ce soir. Vous vouliez réagir à ce que disait Anna Cabana à propos de ce qui pouvait se passer chez nous en France, les réactions suite à ce qui se passe. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Oui, non, je pense que c'est malheureusement des réactions qui étaient très attendues. On a vu tout de suite la mobilisation du gouvernement, la réunion autour de Gérald Darmanin, et malheureusement, à chaque fois qu'une telle actualité se produit qui concerne Israël, on assiste à des réactions de ce type. Anna Cabana. Mais en plus, le gouvernement considère que la France insoumise souffle sur des braises, si vous voulez, avec cette déclaration plus qu'ambiguë à la vérité des insoumis. Vous avez vu ce communiqué qui a été envoyé par le groupe parlementaire LFI, je cite, « L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ». C'est-à-dire que LFI tient les terroristes pour des forces armées et au fond prétend que la contextualisation au fond permet de relativiser la barbarie de l'attaque. Mais ça, ces déclarations-là, au fond, elles sont tenues par l'exécutif comme étant des déclarations d'apprentis sorciers qui pourraient mettre le feu. Non mais il y a quelque chose de dangereux. On a prévu de parler effectivement de ce qu'on peut appeler aussi de la politique politicienne, oui. Mais on en est là. Mais parlons plutôt de ce qui intéresse avant tout, parce qu'au fond, ça, c'est des combats entre le gouvernement, entre la France insoumise, l'opposition. Et évidemment, on compte bien d'ici à 21h en parler, mais quand même, les événements avant tout, ce qui se passe là-bas en Israël, ça me semble plus important. Églantine Delalleux. Non, je rebondis sur les propos d'Anna Cabana. Aujourd'hui, on a une communauté juive qui est choquée, qui est apeurée. C'est la deuxième diaspora juive derrière les États-Unis. Et on sent que ce qui s'est passé en Israël, ça crée une crainte. Moi, j'ai certaines personnes de la communauté juive qui me disaient qu'ils avaient beaucoup plus peur, que la crainte était plus grande que lors des attentats de l'Hypercacher ou de Toulouse et même de la seconde intifada. Donc on est vraiment face à une communauté qui aujourd'hui qui est très angoissée quand même. Pour en revenir quand même au... Ah oui, allez-y, Charles, pardonnez-moi. Non, mais ce que je trouve, si vous voulez, je trouve ça assez sidérant les réactions de la France insoumise dans la mesure où ce qu'on a vu c'est une attaque terroriste avec des gens qui sont tués à bout portant, avec des enfants qui sont tués, des vieillards qui sont tués. Donc le Hamas dans ces conditions-là peut pas prétendre au statut de mouvement de résistance qui pourrait être mis sur le même pied qu'un gouvernement d'un pays démocratique normal. C'est un mouvement qui est fanatisé exactement comme Daesh en État islamique. Donc je trouve on va y venir,
Charles, on a prévu vraiment d'aborder cet aspect des choses d'ici quelques minutes, mais d'abord quand même les faits, revenir sur ce qui s'est passé ce week-end depuis samedi, depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël, le nombre de victimes qui est terrible, et vous avez raison, bien sûr qu'après, il y a les prises de position des uns et des autres, mais on va dire que ça n'est pas pour l'instant la priorité des choses, on va y venir dans un deuxième temps. Selim Derkaoui. Ah non, moi je voulais bien réagir sur ce sujet. Tout de suite. Alors allez-y, puisque effectivement il a commencé les hostilités. Non, pas les hostilités, mais c'est pas les hostilités, mais c'est quand même assez sidérant. Le NPA, par exemple, de Philippe Poutou, qui est soi-disant un garçon sympathique, a fait une réaction qui est à la limite de l'apologie du terrorisme. Charles, pardon de vous dire, vous êtes surpris de ça? Enfin, vous voyez, c'est des choses. Non, est-ce que franchement, pardon de vous dire ça, mais c'est totalement abject, c'est n'importe quoi ce que raconte Poutou et le NPA, on est d'accord, mais est-ce que franchement, actuellement, vous pensez que là-bas, à Gaza ou en Israël, on fait attention à ce que dit Monsieur Poutou sur le conflit? Ah non, heureusement pas. Déplacer ça, en France, on va en parler, mais c'est quand même pas la priorité des choses que dit Monsieur Poutou sur le conflit israélo-palestinien. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Mais quand même, si vous voulez répondre à Charles Consigny, Selim Derkaoui. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas été assez précis, notamment dans leur condamnation de ces violences-là. Mais après, moi, j'ai découvert récemment un éditorial du quotidien Haaretz qui pointait la responsabilité de Netanyahou. Il parle de gouvernement antidémocratique d'extrême droite, c'est l'éditorial. D'annexion et de dépossession qui nie l'existence des droits des Palestiniens. De nombreux Israéliens pensent comme ça. Mais ça justifie oui, d'accord, mais en l'occurrence, quand vous parlez de Haaretz, c'est un journal qui représente même pas 1% des lecteurs en Israël. C'est un journal ultra minoritaire. Deuxièmement, Israël veut la paix. Israël a accepté tous les compromis depuis 1936, où il y avait la commission Peel qui avait proposé un partage avant même 1948. En 1948, Israël aussi a accepté un plan de partage. En 2001 aussi, Israël a accepté ce plan de partage. Mais on ne peut pas avoir de compromis avec un parti comme le Hamas qui tue les Juifs comme les Einsatzgruppen tuaient les Juifs en Ukraine ou en Roumanie en 1941, qui tuent les bébés de la pire des manières, qui tuent les enfants devant les parents. Ils ne veulent pas de paix. Ils parient sur plusieurs générations. Ils se disent que dans plusieurs générations, c'est pas grave que mon peuple souffre. Mais le Hamas ne représente pas les Palestiniens. C'est pas grave que mon peuple souffre. Aussi, hein. C'est pas grave qu'on tue des Juifs. Dans 5-6 générations, peut-être avant, il n'y aura plus de Juifs. Donc, avec un parti comme ça, il est impossible de faire la paix. Le Hamas est créé en 1987. Le processus de colonisation et d'apartheid avait déjà commencé bien avant les expropriations. Il n'y a pas d'apartheid en Israël. Si vous pensez qu'il y a un apartheid en Israël, vous avez le droit de le penser. Vous pouvez rejoindre aussi le Hamas si vous voulez. Moi, je disais le contraire, justement. J'étais en train de vous dire qu'il était minoritaire parmi les Palestiniens eux-mêmes. Pour vous, le Hamas et les Palestiniens, ça n'est pas la même chose. Ah bah non, bien sûr que non. D'autant que le Hamas, depuis plusieurs années, n'est plus élu démocratiquement. C'est pas des élections démocratiques qui maintiennent le Hamas au pouvoir. Il se maintient tout seul dans la bande de Gaza. Oui, mais l'enseignement de la haine est fait. Quand les enfants naissent, ils sont tous gentils. C'est après l'enseignement, le fanatisme. Comment des gens de 20 ans peuvent arriver, voir d'autres gens de 20 ans tuer le petit ami, violer la femme sur le corps du petit ami, prendre des enfants, leur casser la tête sur les... Comment c'est possible sinon par un enseignement du fanatisme? Et sans cet enseignement du fanatisme, comment vous voudriez que le Hamas puisse continuer? Il est obligé. Et donc les gens sont fanatisés depuis la plus tendre enfance. Non, il y a un super article du Monde diplomatique écrit par Akram Belkaï sur la jeunesse palestinienne qui se détourne de plus en plus du Hamas. Donc, en tous les cas, pas à Gaza. Alors justement, pour en revenir à ce qui se passe en ce moment, on apprend que Benyamin Netanyahou, qui devait prendre la parole à 19h, la prendra finalement à 20h30. Mais il a quand même tenu des mots très forts, le Premier ministre israélien. Ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible. Nous sommes déjà en campagne et nous ne faisons que commencer. Et on l'a dit à l'instant, Tsahal qui demande aux Israéliens de se préparer à un séjour de 3 jours dans des abris anti-bombes. Clairement, la riposte se prépare et on n'a rien vu. On n'a rien vu et on va vivre quelque chose d'historique. En l'occurrence, ça n'est pas galvaudé. Israël qui mobilise 300 000 réservistes pour venir gonfler les rangs de Tsahal, ça n'est tout simplement
jamais arrivé. 300 000 sur les 400 000 réservistes que compte le pays. Oui, et surtout, l'armée d'actifs, c'est à peu près 180 000 soldats. Donc, on va passer de 180 000 à 500 000. Ça veut dire qu'on va multiplier le nombre de soldats par 2,5 fois pour lancer cette opération. On a massé 100 000 personnes à la frontière de Gaza. On s'apprête à lancer une opération, effectivement, d'une ampleur considérable et sans précédent, encore une fois, dans l'histoire du pays. Beaucoup ont comparé ça à 11 septembre, le 11 septembre israélien. Vous-même, Arnaud Clarcel, vous estimez que c'est la bonne expression, le 11 septembre israélien? C'est l'article que j'avais écrit il y a deux jours dans le journal du dimanche. Bah oui, les gens sont traumatisés parce que c'est la première fois qu'un grand pogrom se déroule sur la terre d'Israël. Donc les gens sont marqués. Israël a reçu un choc, mais c'est pas un choc existentiel. En 1973, les tanks syriens arrivaient du Golan pour arriver sur la plaine israélienne. Ils ont été arrêtés in extremis. Aujourd'hui, Israël est un État fort, un État puissant. Vous dites qu'Israël n'est pas en danger? Non, Israël n'est absolument pas en danger. Oui, la population... Pardon, mais votre tribune était au fond plutôt optimiste. Et vous rappeliez même que cette attaque du Hamas, au fond, c'était une attaque et un acte de désespoir. Parce que vous rappelez effectivement qu'Israël est en paix avec l'Égypte, la Jordanie, entretient des relations diplomatiques avec beaucoup d'autres États arabes, au point même qu'on dit que si cette attaque a eu lieu, c'est parce que l'Arabie saoudite elle-même allait peut-être accepter un accord avec Israël via les Américains. Et c'est à cause de cette situation-là que cette attaque a eu lieu? Bah oui, le Hamas ne veut pas que Israël s'installe, qu'il y ait un État juif au Moyen-Orient. Ils ont leur logique. Ils sont fanatiques, mais ils ne sont pas fous. Ils ont une logique et une cohérence et une stratégie. Et il faut de temps en temps raviver la flamme de la haine par des actions spectaculaires. Sinon, ils disparaissent. S'il n'y a pas de haine. La haine fédère beaucoup plus que l'amour et ils ont besoin de ces massacres pour continuer à exister, comme Daesh montrait les vidéos. Et les vidéos, ça galvanise les gens pendant un certain temps. On va venir aussi à la guerre de communication, évidemment, parce que ça aussi, c'était déjà vrai sur des guerres assez récentes, mais ça l'est encore plus, évidemment, en 2023. Cette guerre des réseaux sociaux, des images terribles, que peut-être d'ailleurs ex-Twitter ne devrait pas montrer. On abordera peut-être ce sujet. Mais allez-y, Anna Kavanagh. Non, mais il faut voir quand même une chose, c'est que la population israélienne, Arnaud Klasfeld, elle est moins optimiste que vous. C'est-à-dire qu'il y a un tel désarroi, il y a un tel choc devant cette barbarie. Le traumatisme, il est tel que même ceux qui ont vécu la guerre de Kippour dont vous parliez, 73, disent que le traumatisme d'aujourd'hui est incommensurable parce que précisément, il y a en plus une défiance vis-à-vis du gouvernement de Netanyahou. Et donc, Israël se sent, au fond, dans un désarroi total. C'est-à-dire que se disant que finalement son armée n'est pas aussi forte, que ses services de renseignement ont failli et qu'aujourd'hui... C'est un coup au moral. Aujourd'hui, voilà, le coup au moral, vous savez qu'il est très lourd, ce coup au moral. Oui, bah, évidemment, je le ressens aussi. J'étais dans l'armée, donc je le ressens, ce coup au moral. Là-bas, il y a quelque chose qui diffuse partout. Le coup au moral n'est pas une peur, la même chose qu'une peur existentielle. Oui, sauf que la raison d'être d'Israël, c'est de protéger sa population et ses citoyens. En 73 non plus. Et de ce point de vue, ce pacte-là, en 73 aussi, il y a eu des failles. Vous parliez, Anna, d'un traumatisme, évidemment, puisqu'on parle d'environ 100 à 150 otages détenus à l'heure où on parle par le Hamas. On apprend donc que 14 Français manquent à l'appel, dont un enfant de 12 ans, probablement enlevé, Thierry Arnaud. Là encore, des otages, parfois très jeunes, des enfants, des femmes, pas de distinction, aucune distinction n'est faite par le Hamas. Oui, et encore une fois, il faut relire avec attention le communiqué du Quai d'Orsay ce soir qui parle pour ces Français manquants d'une situation très inquiétante et qui parle d'une situation qui est appelée à évoluer. Donc pour l'instant, 2 morts, 14 personnes manquantes. Il faut rappeler qu'on a à peu près pas loin de 200 000 Français en Israël, 60 000 inscrits au consulat et leurs familles et les membres et tous ceux qui étaient présents dans le pays. Donc malheureusement, il n'est pas impossible que ce bilan vienne s'alourdir dans les heures et dans les jours qui viennent. Selim Derkaoui, je peux comprendre que vous défendiez la cause palestinienne sans défendre le Hamas. Oui. On a bien compris et entendu. Mais je voudrais vous citer par exemple le tweet de Jacques Attali aujourd'hui que je trouve assez juste. J'aimerais que vous y réagissiez si c'est possible. Monsieur Attali qui a écrit « Aucune cause juste, aucune colonisation scandaleuse et suicidaire n'excuse les viols ».
on vient d'en parler, les assassinats d'enfants et de vieilles dames dans leur lit. Ce sont des principes même de toute civilisation, principes qui sont en cause. La cause palestinienne mérite bien mieux que ces monstres. Ça, bien sûr. Après, historiquement, on a tous fait de l'histoire ici. On sait très bien que par rapport à la colonisation, ce qui maintient le degré de violence, c'est le colonisateur plus que le colonisé, qui le maintient. On a l'exemple, par exemple, du FLN aussi en Algérie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un groupuscule armé dont la population algérienne n'était pas forcément du tout d'accord avec les méthodes d'action du FLN. Mais quand on laisse pourrir la situation comme ça, quand il y a, par exemple, 2000 morts palestiniens l'été 2014, et qu'il n'y a pas de soubresaut international à ce sujet-là. Donc forcément, ça alimente des colères. Il y a eu des rassemblements. Ça ne les justifie, mais ça ne les justifie pas. Ça ne les justifie pas. Expliquer, ce n'est pas. Oui, mais il y avait même eu des rassemblements. Les Palestiniens auraient pu avoir leur État depuis 1948. Ils auraient pu avoir leur État en 1967. Les territoires avant étaient jordaniens. Ils auraient pu avoir leur État en 2001. Mais maintenant, s'ils ont un État, ils sont obligés d'expliquer à leur population, on vous a fait souffrir pendant longtemps, on vous a volé pendant des décennies, et maintenant vous allez avoir un État qui est bien plus petit que celui que vous auriez pu avoir en 1948. Il y a une responsabilité terrible des leaders palestiniens qui ont sacrifié leur peuple alors qu'ils auraient pu avoir leur État il y a bien longtemps. Églantine Delalleux, vous voulez ajouter quelque chose, ou Célim? Oui, en 2014, il y a eu des rassemblements pro-palestiniens à Paris, en France, et il y avait même à ce moment-là des manifestants qui criaient « mort aux Juifs », qui passaient devant des synagogues en crachant. Donc, non, mais dans les manifestations, il peut y avoir aussi des remarques anti-arabes. Enfin là, c'est pas le sujet. Oui, non, mais bien sûr, mais comme on parlait de 2014, pourquoi il n'y avait rien eu? Il y a eu des manifestations. Contre le colonialisme, d'une manière générale, en fait, de tous les colonialismes, de tous les pays. Donc c'était ça le point central. Et comment dire, là on parlait du quotidien Haaretz, mais en fait personne ne veut de mort de civils en France. Enfin, personne ne veut ça. Et du coup les débats sont là-dessus entre les chercheurs qui ont travaillé le sujet pendant très longtemps. Ils se disent mais qu'est-ce qui peut arrêter cette escalade de violence? Donc il y en a qui vont dire il faut qu'on arrête avec la colonisation, il faut qu'il y ait un État binational. Il y en a plein qui le proposent. C'est des débats très importants à avoir. Les morts de civils, ce n'est pas un sujet seulement pour la France. Quand on voit la prise de parole aujourd'hui du secrétaire général des Nations Unies, il y a quand même un peu une mise en garde à Israël en expliquant que dans la bande de Gaza, il y a des civils, que les cibles civiles ne sont pas des cibles légitimes quand on conduit une guerre, et appelle Israël à conduire la guerre. 560 morts à Gaza, à l'heure où on parle, dont 78 enfants. Oui. Pardon, Charles Consigny, je vais vous redonner la parole. C'est vrai que vous avez un peu coupé sur Poutou. Non, je vous en prie. Franchement, Poutou représente je ne sais combien de pourcents, une partie infime des électeurs français. S'arrêter aujourd'hui sur ce qu'a pu dire Poutou, mais c'était pas pour parler. C'était pas du tout pour parler de ça. Vous êtes à fond dans la politique politicienne. Pas du tout. C'était pas pour parler de ça, s'il vous plaît. Je constate simplement que pourquoi il y a un tel ressentiment à l'encontre d'Israël dans une partie de la jeunesse palestinienne. Pourquoi est-ce que l'Iran soutient le Hamas? Pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite n'a pas très clairement condamné ce qui s'est passé alors même qu'elle est en train de se rapprocher d'Israël? Parce qu'il y a d'abord l'idée colportée pour le coup par la gauche du monde entier, pas seulement par Philippe Poutou, que entre les dominants et les dominés en l'occurrence, ce sont les Palestiniens, les dominants, les Israéliens. Donc comme toujours, la gauche est du côté de la partie faible, donc elle se retrouve du côté en l'occurrence d'un mouvement terroriste, et parce qu'il y a par ailleurs, à l'échelle du monde entier, un rejet de la suprématie occidentale. Vous le voyez dans la guerre en Ukraine avec ceux qui prennent le parti de la Russie. Vous le voyez avec la Chine qui veut conquérir Taïwan, expulser la suprématie américaine dessus. Vous le voyez en Afrique, où la France se fait sortir de partout. Et vous le voyez encore ici avec le conflit contre Israël qui est soutenu par les États-Unis. Et ça, je pense que c'est une lame de fond, et c'est une lame de fond un peu dramatique parce que nos démocraties se comportent sans doute souvent mal, elles ont sans doute beaucoup de défauts, mais elles valent quand même mieux que les tyrannies qui les remplacent dans ces pays qui rejettent l'Occident. Donc moi, ce que je pense, c'est que l'Occident devrait recommencer à défendre ses valeurs, notamment ses valeurs de démocratie. Même si strictement rien ne justifie des massacres, Emmanuel Macron l'a rappelé aujourd'hui, était à Hambourg, où il rencontre Olaf Scholz pendant 2 jours. Il a dit rien ne justifie, rien n'explique. Rien ne justifie, c'est ce qu'il a rappelé après toute cette polémique en France. On l'écoute. Le président de la République. Ces événements et leurs conséquences sont le résultat de la politique du gouvernement israélien consistant à pratiquer les pires formes d'agression, de meurtre, de conflit. Alors non, lui c'était le Premier ministre palestinien, ce n'est pas le président de la République. On écoute Emmanuel Macron ce soir.
On ne l'a pas. Bon, on ne l'a pas. Mais important, Anna, de préciser, rien n'explique, rien ne justifie. Julie. C'était important qu'il le dise, le président. Alors, c'était important qu'il le dise, d'autant plus que, en effet, certaines forces politiques, enfin une certaine force politique qui est la France Insoumise, avait dit exactement l'inverse. Donc, au fond, pour Emmanuel Macron, d'ailleurs, on a entendu la première ministre Elisabeth Borne, elle aussi, attaquer la France Insoumise sur ce terrain, sur le terrain de « vous n'êtes pas des républicains », parce que, précisément, on ne peut pas, en prétendant contextualiser, en fait, relativiser la barbarie des actes qui ont été commis. Mais c'est important parce que, vous savez, vous avez vu que le CNRS, en 2021, avait déclaré qu'il n'y avait pas de réalité à l'islamo-gauchisme, que l'islamo-gauchisme, au fond, était un concept qui ne devait pas exister dans le débat public français. Et ben, à la vérité, depuis samedi, il faut s'en désoler. Depuis samedi, on a la preuve, la démonstration chimiquement pure que l'islamo-gauchisme existe en France. Voilà, on en a la preuve et on en a la preuve. On a des déclarations des uns et des autres, c'est-à-dire que donc le communiqué officiel du groupe parlementaire des Insoumis, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, les déclarations de Louis Boyard. Vous, hein. Non, mais je pense que je préfère avoir confiance au CNRS que vous, quand même. Je pense que je suis pas le seul parmi les gens qui nous regardent aussi. Non, mais le CNRS en 2021 a dit ça. Aujourd'hui, il ne pourrait plus le dire. Aujourd'hui, même les modérés. J'attends le reportage. Vous allez interviewer pas mal de chercheurs. Ça va être long. Si vous n'aimez pas le mot islamo-gauchisme, on peut dire le gauchisme islamiste. Non, mais la question de l'islamo-gauchisme aujourd'hui, elle est plus contestable. Parce que si vous le pensez. C'est l'alliance, c'est l'intersection entre l'islamisme et le gauchisme. Je crois qu'on en a une preuve assez chimiquement pure dans les déclarations des LFI. Non, vous ne trouvez pas? Ça vous paraît pas être assez net? Puisqu'on est dans le sujet. Non, pas forcément. Non, mais vous appelez ça comment alors? Mettez un mot? Je sais pas, aller demander aux chercheurs, par exemple. Vous pensez qu'il y a vraiment des travaux d'études qui sont basés sur l'islamo-gauchisme? Comment vous appelez, au fond, ces déclarations de Jean-Luc Mélenchon, de Louis Boyard? Vous appelez ça comment? Moi, je l'appellerais pas. Mais Mathilde Panot, bien sûr, et d'autres encore, bien sûr. Comment vous expliquez d'ailleurs? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre et je m'adresse à vous tous qui êtes autour de cette table. Parce que, au fond, il le sait à l'avance, Mélenchon, que son communiqué est plus ou moins ambigu. Et après, il a beau dire qu'il ne l'est pas. La preuve qu'il l'est, c'est qu'on connaît les réactions qui ont suivi ce communiqué. Pourquoi à ce point, après tout, ça lui coûte, parce que manifestement c'est ça lui coûte de ne pas être aussi ambigu que ça. De condamner fermement ce qu'a fait le Hamas. Parce qu'il le fait à la fois par conviction, c'est-à-dire il déteste Israël, il déteste les Juifs. Dans sa conviction, les Juifs... Vous pensez ça, sincèrement? Les Juifs, pour lui, dans sa conception, les Juifs dominent le monde, les Rothschild et tout ça. C'est une conception... Il a eu des propos ambigus sur les Juifs ces dernières années. C'est une conception d'une partie de la gauche. Ceux qui dominent le monde financier sont les Juifs, et donc c'est eux qui tirent les ficelles. Ça, c'est une seconde. Juste une seconde, quand même. Ça, c'est une conception. Il a eu, d'ailleurs, des propos antisémites en disant... Jésus a été crucifié par ses compatriotes, alors que on sait que Jésus a été crucifié par Ponce Pilate. Donc il le fait à la fois par conviction et il le fait aussi par calcul électoraliste, parce qu'il veut avoir le vote des musulmans et qu'une partie des musulmans aime entendre ce genre de paroles. Si je puis me permettre, ça n'est pas seulement ça. La France Insoumise, c'est un parti... D'abord, moi, je me hasarderais quand même pas à qualifier Jean-Luc Mélenchon d'antisémite. Franchement, en tout cas, je demande à voir. Il dit qu'il n'est pas antisémite, mais selon la définition de l'antisémitisme qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, il est antisémite. Ça ne veut pas dire que s'il est à côté de moi ou d'Anna, il fera « Ah, bah !» Non, mais ses propos sont des propos antisémites. Il y a aussi... Le Christ, une haine d'Israël passionnelle, ça s'appelle de l'antisémitisme. C'est que la France Insoumise, c'est un parti révolutionnaire. Pour les révolutionnaires, la fin justifie les moyens. Ils considèrent que la violence en politique est légitime. Et comme en l'occurrence, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme en l'occurrence, la partie faible politiquement, qui peut être regardée comme faible, ce sont les Palestiniens par rapport aux Israéliens, forcément, un parti révolutionnaire comme celui de Jean-Luc Mélenchon va se mettre du côté des Palestiniens, ce qui peut le conduire
jusqu'à déraper, jusqu'à se retrouver quasi solidaire d'un mouvement et après, terroriste. j'ajouterai autre chose. Je ne pense pas pouvoir dire comme Arnaud Clatford que Jean-Luc Mélenchon, il déteste les Juifs, il déteste les dominants, les dominateurs. Et c'est à partir de cette détestation-là, au fond, qu'est venu se greffer en plus un électoralisme. Il y a 70% des musulmans qui ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle. C'est un sondage qui était sorti dans La Croix. Et ces 70% de musulmans qui ont voté pour lui, Jean-Luc Mélenchon, évidemment, il a l'intention de les choyer. Donc, si vous voulez, c'est la rencontre. Au fond, c'est la rencontre entre ces deux aspirations. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de porter la parole des opprimés. Et de ce point de vue-là, au fond, Israël est un oppresseur dans l'esprit de Jean-Luc Mélenchon. Et il y a la volonté de caresser oui, mais on peut quand même faire le crédit. Ces électeurs musulmans. Et là, vous êtes en train d'essentialiser les musulmans. Exactement. Comme ça. On peut quand même faire le crédit aux musulmans de France de ne pas être soutien du Hamas et de ne pas être solidaire de ces attaques. C'est pas nous qui les essentialisons, c'est les insoumis à la vérité qui essentialisent. Alors peut-être que mais vous, là, à l'instant même, vous le faites. Mais parce que je reprends la stratégie des Insoumis qui, bien sûr, essentialise. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais je ne m'adressais pas à vous. J'ai exposé la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis. Julie. Ouais, non, parce que c'est important. Et le bilan s'alourdit pendant qu'on parle. Au moins 800 morts côté israélien. On le rappelle, côté français, 2 décès de Français, 14 personnes disparues, dont un enfant de 12 ans. C'est extrêmement compliqué, Thierry Arnaud, pour les autorités de savoir où sont ces otages, ces personnes disparues. On n'a plus de nouvelles. On a vu ces images. Effectivement, Laurent le disait, tout est filmé maintenant. On a les GoPro, etc. On a vu ces personnes partir kidnappées sur des scooters. On ne sait pas où ils sont. Des images barbares. On ne sait pas où sont toutes ces personnes. Est-ce que les autorités sont en train d'essayer de les localiser? Comment ça se passe? C'est un travail frénétique. S'agissant des Français, par exemple, on a 2 représentations diplomatiques en Israël qui travaillent 24 heures sur 24 depuis samedi pour essayer d'identifier les personnes manquantes, d'essayer de les localiser, d'essayer de savoir où elles sont, pourquoi, est-ce qu'elles étaient à cette rave party, est-ce qu'elles étaient à la frontière de Gaza, et de voir comment on peut avoir des informations sur elles. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, ce communiqué, il est prudent et il dit c'est 14 pour l'instant. Et ça pourrait être davantage. Donc voilà ce qui se passe à l'échelle de la France. Et vous imaginez ce qui se passe à l'échelle du pays pour Israël, même si l'un des porte-parole de Tsahal dit ce soir que les otages sont à peu près tous identifiés et localisés, ce qui va ouvrir un deuxième sujet. C'est une fois qu'on sait où ils sont. Oui. Et une fois qu'on sait à peu près où ils sont et qui ils sont, comment est-ce qu'on va les chercher, comment est-ce qu'on les récupère? Il menace quand même d'exécuter un otage à chaque fois que l'armée israélienne frappera sans avertissement. C'est ce qu'indique le Hamas ce soir. Des cibles civiles, c'est ce que dit le Hamas ce soir. Depuis les premières mesures de rétorsion d'Israël, on en est, disent les Israéliens, à 2400 cibles qui ont été atteintes dans la bande de Gaza. On avait encore des images très spectaculaires ce soir de ces explosions. Évidemment, ça va continuer.